Alors, petite vidéo consacrée à l'ICOM ICR71. Ce récepteur est apparu sur le marché en 1984 et c'était le seul récepteur équipé d'un clavier. Alors je parle bien de récepteurs grand public, car les récepteurs professionnels comme les marques Nardeux, Thomson et autres, eux étaient équipés d'un clavier. Mais dans le domaine grand public, à cette époque-là, c'était le seul. D'ailleurs, sur la doc de l'époque, ils mettent l'accent à ce sujet. Et là, on a affaire à un récepteur triple changement de fréquence. Alors la quatrième, je crois que c'était pour le module FM. Donc triple changement de fréquence avec une EFI à 70 MHz. Et à l'époque, pareil, seuls les récepteurs professionnels avaient des EFI aussi élevés. Ça permettait d'éloigner les fréquences images. D'éloigner le plus possible les fréquences images. Donc déjà, très en avance par rapport aux autres marques. En 1986 est apparu le Yaesu 8008. On est 2 ans après et malgré tout, l'ICOM n'a toujours pas été dépassé. Pourquoi? Bon, là, il y avait quand même un clavier, mais ce récepteur-là n'était pas équipé ni de PBT, ni de notch, ni de noise-blanqueur sophistiqué. L'ICOM avait un noise-blanqueur sophistiqué qui était étudié pour supprimer le fameux radar russe qui sévissait sur les bandes décamétriques. Là, on a affaire à un récepteur double changement de fréquence avec une EFI, je crois, aux alentours de 45 MHz, enfin bien inférieur aux 70 MHz de l'ICOM. Donc pour moi, en 86, l'ICOM n'était toujours pas dépassé. Là, on a une façade en alu, là, c'est du plastique. La même année, en 1986, est apparu le JRC NRD 525. Là, ça a été le vrai concurrent de l'ICOM. Mais seulement 2 ans après, il faut quand même le faire, hein, seulement 2 ans après. Et là, le 525, là, il faut reconnaître que c'était une bête de course. Quelques temps après est apparu le petit frère, l'ICR 7000. Pareil, toutes les autres marques ont été larguées, encore une fois. Ce récepteur-là était un vrai récepteur VHF-UHF, avec des têtes HF accordées avec des diodes varicap. Là, on n'avait pas affaire à un petit récepteur scanner à large bande qui merdait dès qu'on mettait une antenne à gain. Quelques années après est apparu le ICR 9000. Et là, alors là, toutes les autres marques ont été complètement larguées. Complètement larguées. Là, on a affaire à un récepteur, le récepteur, qui a d'ailleurs été utilisé en professionnel. Là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Le fameux ICR 9000. D'ailleurs, il n'a jamais été dépassé, sauf par le 9500, mais bon, c'est la même marque, l'ICOM 9500. Donc, le fameux 9000, qui n'a jamais été rattrapé par les autres marques. Donc maintenant, on va passer à la manipulation pour le faire passer en VLF, pour faire passer le ICR 71 en VLF. Alors cette vidéo est consacrée à Bernard 14 Foxtrot Bravo Golf 07, qui a une chaîne YouTube. C'est un collectionneur de matériel des années 70-80 et ça vaut le coup d'aller voir, c'est quelque chose. 14 Foxtrot Bravo Golf 07, Bernard. Donc c'est parti pour la manip. Alors petite correction avant de passer à la manipulation. Quand je disais que seuls les récepteurs professionnels avaient des fréquences intermédiaires élevées dans ces années-là, j'ai oublié le NRD 505, le fameux NRD 505, fabriqué dans les années 70 à très peu d'exemplaires, moins de 1000. Donc qui lui était équipé aussi de fréquences intermédiaires sur 70 MHz. Mais bon, il était aussi utilisé en professionnel, donc on peut dire que c'est un récepteur professionnel. Le fameux NRD 505 avec
son filtre mécanique. Et ces circuits imprimés en époxy, faut voir qu'en dans les années 70, les récepteurs qui étaient destinés aussi pour le monde amateur, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient équipés de plaques d'époxy. Et quelques années après est apparu le 515, le NRD 515, qui lui aussi était équipé d'une fréquence intermédiaire de 70 mégas. Donc là on est dans les années 80, le 515, avec son fameux codeur optique. À l'époque, c'était considéré comme un récepteur semi-professionnel. Et quand on regarde le bloc mémoire, en fait il y a eu deux versions de ce bloc mémoire. Là on voit qu'il n'y a que 2 touches. Après il y a eu un autre bloc mémoire, une autre version. Autrement le récepteur c'était le même. Bien, bah maintenant on va vraiment passer à la manip pour le faire basculer en VLF. Salut Bernard. Alors la manip est très simple, il faut déjà rentrer cette fréquence dans le canal 1 de la mémoire. Tac. Maintenant je bascule en mode mémoire et je vais sur le canal 2. Maintenant je prends le VFO et le commutateur mémoire et je les tourne en même temps dans ce sens-là. Donc je vais retomber sur le canal 1 dans ce sens-là, en même temps avec le VFO. Si ça ne marche pas, il faut recommencer. Voilà. Une fois que tu es là, tu rentres en mémoire. Donc là, on est toujours en position mémoire. Donc tu bascules en mode VFO. Là, on se retrouve en mode VFO, calé sur 100 kHz. Et tu vois qu'on ne peut pas descendre en dessous. Ok, donc tu rebascules en mémoire. Et là, tu as accès au VLF. Là, je suis sur 16 kHz et ainsi de suite. Par contre, tu ne peux pas revenir en arrière. Si tu reviens en arrière, tu rebascules dans la configuration d'origine et tu ne peux pas descendre en dessous de 100 kHz. Alors, c'est pas grave, tu rebascules en VFO et tu repars en mémoire. Et c'est reparti. Tu te retrouves dans la partie VLF. Voilà. Et maintenant, on va faire des essais. Alors là, je vais injecter une fréquence de 10 kHz et on va l'entendre sur le récepteur. Donc là, pour l'instant, je suis à 100 kHz. Donc je rentre la fréquence 10 kHz et on va l'entendre sur le récepteur. Attention. Voilà. Je suis calé à 10 kHz et il est parfaitement audible. Je vais me recaler sur 100 kHz et ça va disparaître. Voilà. 10 kHz. Donc ça fonctionne. Alors maintenant on va voir une vidéo qui a été faite en 2019. Alors sur cette vidéo on m'entend parler, en fait je parle à un copain. C'est une vidéo que j'avais faite pour un copain à Orléans, donc on m'entend parler. Et là c'est intéressant parce que on voit vraiment le récepteur fonctionner sur une vraie antenne en VLF. C'était à l'époque où j'avais mis au point, où je commençais à mettre au point mon antenne boucle. Les circuits que vous allez voir, c'était les premiers circuits, les premiers essais des circuits amplificateurs de l'antenne boucle.
Alors ça, c'est une station horaire qui se trouve en Angleterre sur 60 kHz. Normalement, tu devrais l'entendre. Alors on dirait que j'ai trouvé une autre station horaire sur 25 kHz, mais je vois pas du tout ce que c'est. C'est nord-nord-est. Alors, petit test de directivité. Ah, t'as vu, il faut pas grand chose, hein. Alors, une autre petite expérience amusante. Sur la même fréquence, tu peux avoir deux émetteurs dans des directions différentes. Bien, bah la vidéo va se terminer. Alors Bernard, tu pourras essayer avec ton antenne MLA30. Comme c'est une antenne large bande, peut-être qu'elle descendra suffisamment bas en fréquence pour donner un résultat. Je crois aussi que tu as une autre antenne, la Mini Whip, je crois, je sais pas trop comment ça se prononce, Mini Whip, enfin bref. Alors cette antenne-là, à coup sûr, elle fonctionnera en VLF. Bon, le seul problème, c'est que ça va te ramasser un tas de parasites. En fait, ces antennes-là, c'est vraiment pas terrible, hein. Ce genre d'antenne-là, ça fonctionne très bien dans des milieux non perturbés. Bien, bah, les prochaines vidéos seront consacrées à la suite de la télécommande de l'ICR 75.